Bonjour à tous, on va poursuivre cette journée de conférence Curious IT. Donc ensemble on va parler d'infrastructure as code, notamment d'Ansible et d'un petit peu de sa place dans le milieu des outils d'infrastructure as code. Donc je vais me présenter d'abord, je suis Maxime Thibault, je suis étudiant en 5e année au CESI à Toulouse. Je suis en spécialité système et réseau, avec une petite préférence pour les plateformes de cloud, notamment celle d'AWS pour laquelle je suis certifié. Donc concernant cette conférence, on va parler d'infrastructure as code, on fera un petit point sur ce que c'est exactement. On parlera ensuite d'Ansible, avec une présentation de ses composants principaux. Et le point vraiment intéressant de cette conférence, ce sera la comparaison parmi tous les outils d'infrastructure as code qu'il y a actuellement sur le marché et des critères à prendre en compte quand on veut choisir quel outil utiliser. Donc dans un premier temps, l'infrastructure as code, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça consiste à automatiser la création et la configuration de votre infrastructure. Donc tout bêtement, plutôt que de vous embêter à vous-même déployer vos machines dans le cloud ou vos machines physiques et à y installer tous vos composants, vos systèmes, etc., l'infrastructure as code, ce qu'elle vous permet, c'est de rédiger un fichier de configuration qui détaillera toutes les étapes à suivre pour atteindre la configuration que vous souhaitez. Vous donnez ce fichier de configuration à votre outil d'infrastructure as code. Il se débrouille à faire toutes les dépendances qu'il faut et il vous déploie ça automatiquement. Donc ce que ça permet, c'est une plus grande scalabilité, puisque évidemment une fois que le fichier de configuration est écrit, vous pouvez le réutiliser à la volée pour redéployer autant d'instances que vous souhaitez. La notion d'état, puisque on définit un état d'une machine. C'est-à-dire quand on veut balancer toutes les configurations dans notre fichier de configuration, c'est pour atteindre un état spécifique sur la machine, ce qui permet après de faire du versionning de fichiers de configuration. La réduction des risques humains, puisque si on a 40 fois la même infrastructure à redéployer, il suffit de la faire une fois et on redéploie exactement la même à chaque fois. Ça évite qu'il y ait un administrateur qui, par mégarde, fasse une petite faute d'attention ou de frappe. Et on réduit aussi le RTO, donc le rétablissement de l'architecture. C'est-à-dire que si jamais vous avez une machine physique qui tombe en panne, vous prenez une nouvelle machine, vous redéployez votre infrastructure sur cette machine directement et automatiquement, et vous êtes beaucoup plus rapidement de nouveau en mode. Donc Ansible est un outil d'infrastructure as code. Il a été release pour la première fois en 2013, donc c'est assez récent. Il a été racheté en 2015 par la société Red Hat, et c'est depuis 2015 où sa popularité n'a cessé d'augmenter pour être aujourd'hui l'un des outils d'IAC les plus populaires sur le marché. Alors les raisons pour lesquelles il est populaire, c'est sa légèreté et sa simplicité d'utilisation. Parce que c'est un outil qui est agentless, donc qui fonctionne sans agent. Vous avez simplement besoin d'installer Ansible sur votre machine hôte, pas besoin de serveur Ansible, pas besoin d'installer d'agents sur les machines sur lesquelles vous allez pouvoir exécuter vos fichiers de configuration, pas besoin de tout ça. Pour se connecter aux machines en question, il utilise le protocole SSH, protocole que tout le monde connaît, j'imagine, et que n'importe quel admin utilise au moins une fois par jour. Concernant l'écriture de ces fichiers de configuration, Ansible a fait le choix du langage YAML. C'est un langage qui est parfois un petit peu compliqué à prendre en main quand on n'a pas trop l'habitude, au moins pour écrire les configurations, mais qui a au moins l'avantage d'être très facile à lire et très facile à comprendre. Ensuite, l'autre gros point d'Ansible, c'est la grande quantité de fonctionnalités qu'il dispose et la grande quantité de fonctionnalités qui sont par défaut directement incluses dans Ansible. Vous avez énormément de choix, contrairement à d'autres outils d'IAC qui pêchent un petit peu à ce niveau-là. C'est pas le cas d'Ansible. Donc comment il fonctionne un petit peu? Donc d'abord on va parler de l'inventaire d'Ansible. Tout simplement c'est un fichier format YAML ou format .ini qui va recenser toutes les instances sur lesquelles il va devoir aller exécuter ces fichiers de configuration. Donc tout bêtement, vous avez un exemple de configuration juste ici à gauche. Vous avez ici ma machine Ansible qui va aller chercher, qui va exécuter le playbook, donc je reviendrai après dessus, mais c'est en gros les fichiers de configuration. Il va aller vérifier son fichier d'inventaire pour savoir sur quelle machine aller les déployer. Et tout simplement, il va se connecter à un SSH sur chacune de ces machines et exécuter les configurations qui lui ont été données. Tout simplement. On va parler de Playbook maintenant. Donc, je vous ai dit qu'Ansible prenait un fichier de configuration écrit en YAML. Un Playbook, tout simplement, c'est
un regroupement de fichiers de configuration. Alors il y a différentes façons de les ordonnancer, mais il y a des best practices à respecter ou pas, suivant ce que vous voulez. L'une des premières best practices à utiliser, c'est la notion de rôle. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le déploiement d'un serveur WordPress, je vais découper mon playbook en différents rôles suivant ce que je vais installer. Je vais par exemple créer un rôle pour la base de données qui installera que la base de données, un rôle qui installera que PHP, un rôle qui s'occupera que de WordPress en lui-même. Je vais mettre tout ça dans le même playbook et tout va s'exécuter en même temps. Et ça a l'avantage au moins de pouvoir séparer les rôles, et si plus tard j'ai besoin d'installer juste un MySQL, je récupère seulement le rôle MySQL que j'avais dans mon playbook et je peux installer un MySQL tout simplement. Parlant de bonnes pratiques, on va parler d'Ansible Galaxy. Alors, juste rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un site de partage de playbook justement, où à la même manière qu'un Docker Hub, vous pouvez poster vos propres playbooks, récupérer les playbooks de la communauté à votre guise. Et il y a un certain nombre je vous parlais des bonnes pratiques de rédaction des playbooks. Ansible Galaxy a mis en place une espèce de normalisation des playbooks, vu que leur but c'est de partager au maximum les playbooks. C'est mieux si ils sont tous formalisés de la même manière, c'est plus facilement compréhensible et plus facilement échangeable, entre guillemets. Donc voici la structure de fichiers que Ansible Galaxy recommande et que Ansible recommande également. Donc on a notre rôle, le nom de mon rôle, on a un répertoire task d'abord, qui tout simplement correspond à toutes les tâches qui vont être exécutées. Donc ce sera le fichier de configuration YAML qui seront là-dedans. Un répertoire handler qui correspond à des tâches qui ne seront exécutées uniquement quand elles seront appelées. Donc on peut penser à des tâches qui, suivant l'instance, auront besoin ou pas d'être appelées, suivant ce qu'a défini dans le répertoire task. Un dossier files, si jamais vous avez besoin d'upload des fichiers de configuration, ou peu importe, dans votre instance, c'est là qu'il faudra les stocker en priorité. Un fichier template, vous pourrez faire des templates de documents avec des expressions dynamiques directement dans votre playbook. C'est le framework Jinja 2 qui est supporté par Ansible uniquement. Ensuite, les répertoires vars et défauts qui sont pour les variables du playbook. Alors défauts, ce seront pour les variables qui sont par défaut, alors que vars sera plutôt utilisé pour les variables qui sont spécifiques au rôle pour lequel vous êtes en train d'exécuter. Et en dernier, le répertoire méta qui lui correspond à des tâches spéciales. Donc ça, par exemple, toutes les dépendances qu'il peut y avoir entre les rôles. Si un rôle a besoin qu'un autre soit précédemment installé pour pouvoir fonctionner, si on veut par exemple rafraîchir le fichier d'inventaire, si jamais on a des inventaires dynamiques, des choses comme ça. Donc voilà, pas obligatoirement, vous n'êtes pas obligé de suivre ces recommandations-là, c'est juste les best practices, et c'est mieux de s'y mettre le plus rapidement possible, c'est plus facile après pour partager les contenus. On va rentrer un peu plus dans le détail technique de la création, de la rédaction des fichiers de configuration, en parlant des modules d'Ansible. Tout simplement, qu'est-ce que c'est un module? C'est les outils qui permettent à Ansible de travailler, c'est des fonctions qui sont directement dans Ansible, et qui permettent de configurer nos machines. Par exemple ici, une simple instruction qui va copier un fichier d'un endroit pour le coller à un autre, tout simplement. Juste en dessous, on a le module apt, donc le gestionnaire de paquets des distributions Debian par exemple, qui installe une liste de paquets. Donc là on a Cœur, OpenSSH et CA Certificates. On a ici un exemple un peu plus précis, donc là c'est sur AWS concernant les buckets S3. Pour upload un fichier sur mon bucket. Là, on a énormément de modules différents. On a des modules assez standards, style apt ou copy, qui sont directement pour les systèmes Linux. On a des choses spécifiques à AWS, on a des choses spécifiques à beaucoup de providers cloud, etc. Beaucoup de choses disponibles par défaut. On a également la possibilité de créer soi-même ses propres modules. Donc c'est du Python, parce que Ansible est écrit en Python. Donc voilà, donc en plus des modules de base, si en plus vous pouvez créer vos propres modules, vous avez énormément de possibilités qui s'offrent à vous, et vous pouvez faire énormément de choses rien qu'avec Ansible. Donc Ansible, ses principales use cases, comme on l'a dit, c'est de faire du provisioning et de la gestion de configuration, donc de déployer des machines automatiquement et les configurer automatiquement. Du déploiement d'applications également, parce que ça revient à faire une configuration de serveur. Faire de la livraison continue, parce qu'on peut inclure Ansible dans des pipelines DevOps pour faire de la CI et de la CD.
De la sécurité, puisque si jamais vous avez des normes de sécurité, des règles de sécurité appliquées sur toutes vos machines, Ansible va automatiquement, enfin vous avez simplement à les écrire une fois dans votre playbook Ansible et à les déployer à chaque nouvelle instance. Et enfin de l'orchestration, puisque Ansible est aussi capable de gérer une pool de machines et de les orchestrer entre elles et de gérer tout ça. Donc du coup ça a l'air magique comme ça, il n'y a pas de problème, c'est un petit paradis, mais il y a quand même un gros problème par rapport à l'infrastructure as code, enfin, un gros problème. C'est quand j'en parle avec par exemple des gens du milieu qui s'y sont mis ou qui souhaitent s'y mettre, leur gros problème à eux c'est qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme outil. Parce qu'il y a beaucoup de bons outils sur le marché, mais la véritable interrogation c'est lequel utiliser, lequel répond le mieux à mes besoins, et c'est ça qui est encore un peu flou aujourd'hui. Et je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques critères à penser quand vous allez essayer de savoir quel outil vous fitera le mieux. Donc on va parler d'Ansible, on va comparer avec CloudFormation et Azure Resource Manager qui sont les outils d'IAC, d'AWS et de Azure respectivement. On va parler de Terraform aussi, de la société HashiCorp. HashiCorp qui est un gros acteur dans le milieu des outils d'infrastructure as code. Ensuite Chef, Puppet qui sont deux gros mastodontes du milieu. Et enfin SaltStalk, pardon. Donc pour les comparer, on a 5 critères. D'abord l'architecture, donc client dominique, client serveur. Donc est-ce qu'il y a besoin d'un serveur et d'installer un agent sur les instances à déployer pour faire fonctionner l'outil. Le langage utilisé par l'outil, donc c'est le langage de rédaction du fichier de configuration, pas le langage dans lequel est écrit l'outil. Le style, donc procédural ou déclaratif, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement procédural, vous allez définir, quand vous allez écrire votre fichier de configuration, vous allez définir étape par étape tout ce que votre instance devra, enfin tout ce que Ansible, votre outil devra déployer pour atteindre l'état que vous avez souhaité. À la différence du déclaratif où vous balancez tout ce que vous voulez dans votre fichier, tout ce que vous souhaitez mettre en place, et c'est l'outil lui-même qui se charge de les remettre dans le bon ordre et de les exécuter au bon endroit pour atteindre l'état que vous souhaitez. Plateforme cloud, juste les plateformes cloud qui sont supportées par ces outils. Et enfin le type, c'est là où il y a le plus de flou et c'est là où c'est un petit peu tendancieux, c'est est-ce que c'est un outil de style gestion de configuration ou plus orchestration? C'est-à-dire qu'il y a des outils qui par défaut sont plus orientés vers la gestion des configurations, c'est-à-dire qu'ils prennent une instance qui est déjà faite et ils vont la configurer tout simplement. Alors qu'il y en a d'autres, c'est plus l'orchestration, ils partent de rien et c'est eux qui déploient les machines physiques, le réseau, les choses comme ça. Et donc c'est ça qu'on verra en dernier. Donc voilà ce tableau, donc un petit point rapide. Pour l'architecture, on voit que Ansible, CloudFormation, Azure et Terraform sont en client only, beaucoup plus légers comparé à des Chef, Puppet et SaltStalk qui eux nécessitent un serveur et des agences sur chacune des instances. Les langages qui prédominent, c'est YAML et JSON, parce que c'est des langages faciles à écrire, faciles à lire surtout. Avec un petit point juste pour Chef, qui est, pour lui, vous devrez écrire en DSL, qui est un framework de Ruby. Et pour Puppet, c'est du Basics. Concernant les styles, on a Ansible et Chef qui sont en procédural, donc c'est à vous d'ordonner les tâches à faire dans le bon ordre. Tous les autres sont en déclaratif. Vous avez juste à balancer ce que vous voulez et c'est l'outil qui se charge de tout mettre dans l'ordre. Plateforme cloud, donc sans surprise, à part CloudFormation et Azure qui sont des outils de plateforme cloud déjà, toutes les autres sont supportées. Alors j'ai uniquement regardé sur les plateformes cloud les plus populaires, évidemment, j'ai pas été chercher les petits hébergeurs du coin. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que donc, pour les principales, style AWS, Azure ou Google, au niveau des fonctionnalités qui sont supportées, la quasi-totalité ou la grande majorité des fonctionnalités le sont, mais sur qu'on s'éloigne un petit peu au niveau popularité, style, on va chez des hébergeurs genre IBM, Oracle ou Alibaba, il y a un peu moins de fonctionnalités qui sont encore supportées. Ce sera à vous de vérifier ça. Et on en vient au type d'outils. Alors, comme je vous disais, c'est là où c'est un petit peu flou, puisque avec le temps, les outils d'IAC ont tendance à élargir leur panel de fonctionnalités. Et des outils qui initialement faisaient que de la gestion de configuration se sont mis à faire de l'orchestration,
Et inversement, des outils qui faisaient que de l'orchestration se sont mis eux aussi à faire de la gestion de configuration. Et c'est là où c'est un vrai problème pour se décider quel outil utiliser, puisque on ne sait pas si Ansible, on sait qu'Ansible fait très bien de la gestion de configuration, mais il fait aussi de l'orchestration. Mais est-ce qu'il va le faire aussi bien qu'un outil style Terraform qui lui est spécialisé dans l'orchestration? Alors est-ce qu'on prend les deux? Est-ce qu'on en prend qu'un? Est-ce qu'on fait des tests? C'est là où c'est là le vrai problème. Et c'est sur ça que butent beaucoup d'administrateurs système avec qui j'ai pu discuter de ce problème-là. Et c'est à ça qu'il faut faire attention surtout. Donc en conclusion, juste quelques questions. Si vous souhaitez, pour vous éclairer, quelques questions à vous poser pour décider de quel outil choisir. D'abord, est-ce que je suis prêt à utiliser plusieurs logiciels IAC? Est-ce que un seul outil à apprendre, c'est déjà trop pour moi et il m'en faut pas plus? Dans quel cas là, il faudra faire attention à ce qui est supporté par cet outil-là que vous choisirez en fonction de vos besoins. Ou si jamais ça ne vous fait pas peur d'apprendre deux outils différents, n'hésitez pas à en prendre un qui est spécialisé orchestration et un autre spécialisé gestion des configurations. Est-ce que vous avez besoin d'une solution multiplateforme? Imaginons que vous avez juste besoin de déployer sur de l'AWS, peut-être que CloudFormation est la bonne solution pour vous, ce sera à voir. Est-ce que l'installation d'un agent est un problème? Là, ça réduit pas mal déjà le champ des possibilités. C'est beaucoup plus simple de travailler avec un outil qui n'a pas besoin d'agent, qui n'a pas besoin de serveur pour fonctionner. Alors que si d'un autre côté vous avez d'énormes quantités d'instances à déployer en même temps, vous serez peut-être obligé de passer par là, puisque un outil agentless suivant plus le nombre d'instances augmente, moins il est performant par rapport à un outil qui lui dispose d'un serveur. Et ensuite, ai-je des besoins techniques très précis? Alors là, ce sera à vous de le définir. Soit l'infrastructure, vous avez des besoins trop précis et des outils IAC ne seront pas adaptés à votre besoin. Soit vous pouvez vous tourner vers des outils qui vous permettent de créer vous-même vos modules, donc style Ansible par exemple, ou alors ne pas utiliser tout simplement d'outils d'IAC. Donc voilà, j'espère que vous voyez peut-être un petit peu plus clair concernant ce paradigme de l'IAC sur ces outils. Moi je vous encourage en tout cas à essayer ces outils, c'est vraiment fun à manipuler et à utiliser, c'est vraiment pas compliqué et ça permet de s'alléger grandement le travail. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, je vais vous laisser poursuivre cet événement avec la future conférence. Et voilà, merci à tous.